Après l'émotion, l'heure des explications. La mort des 2 otages français au Niger soulève des interrogations. Alain Juppé est attendu dans la journée dans la capitale nigérienne. Nous serons en direct de Niamey dans ce journal. Un week-end sanglant en Tunisie. Les émeutes contre le chômage et la vie chère ont fait 14 morts. Le bilan est plus lourd d'après l'opposition. Les États-Unis sous le choc. La tuerie en plein meeting électoral ce week-end a fait 6 morts. Une élue est toujours dans un état critique. Comment en est-on arrivé là? La rhétorique politicienne est mise en cause. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Alain Juppé est attendu aujourd'hui au Niger, à Niamey. Le ministre de la Défense va rencontrer les expatriés français et tenter de les rassurer. Un jour après la mort des 2 Français enlevés dans un restaurant. On rejoint à Niamey l'envoyé spécial de RFI, Christine Muraté. Bonjour. Qu'est-ce que la communauté française attend du ministre de la Défense aujourd'hui ? C'est surtout d'abord une communauté française sous électrochoc qu'Alain Juppé va trouver cet après-midi à 15h en arrivant à Niamey. Sur place, donc, des mesures de vigilance ont déjà été prises. Le golf, le centre équestre n'ont pas ouvert hier. Le lycée français reste fermé aujourd'hui et demain. La sécurité doit être renforcée au centre culturel franco-nigérien. Il faut quand même rappeler qu'il y a environ 1400 Français à Niamey et 1800 dans tout le Niger. Le ministre français de la Défense devra donc rassurer des expatriés. Il va les recevoir à la résidence de l'ambassade d'ailleurs. Un certain nombre de Français envisagent depuis ce week-end de partir ou du moins de faire rentrer la famille en France. Et puis il faut savoir aussi que le Niger c'est aussi Areva avec les mines d'uranium dans le nord et depuis l'enlèvement de cette personne à Arlit en septembre dernier, les expatriés du géant nucléaire sont installés à Niamey. Areva a envisagé ces derniers jours de les faire remonter sur Arlit. Autant dire que l'actualité ne se prête plus vraiment à cette réinstallation. Alors Alain Juppé va également rencontrer les autorités nigériennes. Il va tenter de coordonner l'enquête sur ce rapt, car à l'heure qu'il est, beaucoup de questions restent sans réponse, Christine. Oui, le message des autorités françaises est très clair. Il n'est pas question de laisser AQMI terroriser la France, de déstabiliser cette région sahélienne. Il faut donc coordonner l'entraide militaire et le renseignement avec les États sur place. Les Nigériens se sentent très impliqués dans l'affaire. Cet enlèvement à quelques centaines de mètres du palais présidentiel vendredi est inacceptable pour la junte au pouvoir à Niamey. Et il y a effectivement, comme vous le dites, beaucoup de questions encore qui restent sur les circonstances de la mort des 2 jeunes Français et sur l'intervention militaire de vendredi. L'armée française affirme qu'ils ont été exécutés par leurs ravisseurs. Il y a des questions également sur le nombre total de victimes. Les autorités françaises affirment que plusieurs terroristes ont été neutralisés, morts ou vifs. Pour le moment, on ne sait pas précisément que 2 militaires français ont été blessés. Et hier soir, à la télévision publique nigérienne, le porte-parole du gouvernement nigérien, pour sa part, parlait de 3 gendarmes nigériens tués et de 4 blessés. Alain Juppé, cet après-midi, va commencer sa visite par la rencontre du président de la junte, le président Salou Djibo. Merci Christine Muraté en direct de Niamey au Niger. 5 jours après le début des émeutes en Algérie, les annonces du gouvernement ont calmé les esprits. Il a promis de baisser les prix des produits de base. Du coup, le calme semble être revenu. Les commerçants ont rouvert peu à peu leurs magasins. Le trafic ferroviaire a repris. La semaine dernière, les émeutes contre la vie chère ont embrasé le pays. Le bilan officiel fait état de 3 morts, 800 blessés. En Tunisie, en revanche, la fièvre continue. Le week-end a été sanglant. D'après le gouvernement, les émeutes ont fait 14 morts. L'opposition avance le chiffre de 20 morts. Jeunes Tunisiens contre forces de l'ordre, le scénario s'est répété ce dimanche en marge d'un match de football à Sousse. Les protestations ont gagné les grandes villes de Tunisie depuis maintenant 3 semaines. Ce week-end, des émeutes sanglantes ont eu lieu à Talla et Kasserine, à l'ouest du pays. Pour la première fois, la télévision tunisienne a évoqué ces manifestations. Le gouvernement reconnaît la mort de plus d'une dizaine de civils, mais selon l'opposition, le bilan est beaucoup plus lourd. Les Tunisiens manifestent contre le chômage, un chômage que les autorités justifient par les nombreux diplômés dans le pays. Le gouvernement a misé sur l'éducation, mais le marché du travail ne répond plus à la demande. Quand vous avez choisi de scolariser, de faire un taux de scolarisation de 98%, vous vous retrouvez aujourd'hui sur un gap d'université qui fait sortir 100 000 chaque année. Il y a eu tellement d'efforts pour cela, insuffisant. On le dit. Plus, vous savez, alors c'est greffé à tout cela, cette crise économique. Mais le chômage ne serait pas la seule cause de ce ras-le-bol général. La richesse est captée par la famille du président, les beaux-frères, la belle-famille, et donc il y a beaucoup de corruption. Et ces jeunes désespérés qui sont privés de liberté
eh bien, ils étouffent. On les prive de liberté et maintenant on les prive d'emploi et on les affame. Les Tunisiens ont longtemps accepté une restriction des libertés en échange d'un bon développement économique, un pacte qui semble aujourd'hui atteindre ses limites. Dans un premier signe d'ouverture depuis le début de la crise, le pouvoir a promis de créer 50 000 emplois pour les jeunes diplômés en moins d'un mois. Le référendum continue dans le Sud-Soudan. Les 4 millions d'électeurs ont jusqu'au 15 janvier pour se prononcer sur le statut de la région, à savoir l'union ou le divorce avec le nord du pays. Le vote a commencé hier. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Mélissa Bell. Beaucoup sont même arrivés pendant la nuit, ont campé devant les bureaux de vote pour être parmi les premiers à voter. Vraiment, ça comptait pour eux. Et c'est une journée qui s'est terminée, donc un vote qui s'est déroulé dans le calme, une journée qui s'est terminée vraiment dans l'euphorie. Au moment où les bureaux de vote se sont fermés, ils sont sortis dans les rues, il y a une espèce de cortèges qui se sont formés de façon spontanée. Les gens dansaient, chantaient, étaient vraiment contents d'avoir pu voter dans ce scrutin auquel on avait encore du mal à croire il y a quelques semaines. C'est vrai que les défis logistiques étaient extraordinaires. Eh bien, ils ont réussi à organiser ce scrutin dans ce pays où il y a très peu d'infrastructures, où ça paraissait très difficile. Et hier, tout s'est très bien passé. Alors forcément, on regarde ici à Djouba de très près ce qui se passe au nord du pays. Il y a eu des affrontements à Abyei d'un côté et aussi dans l'état de l'unité, ou près de Bentiu, où il y a eu une attaque sur des positions de la SPLA. Donc ici, et l'armée soudanaise et le parti politique au pouvoir, le SPLM, regardent de très près ce qui se passe sur la frontière. Ils estiment d'un côté comme de l'autre qu'il s'agit de provocation de la part du Nord et qu'il ne faut surtout pas réagir. Il faut qu'ils restent calmes afin que ce référendum pour lequel ils se sont battus pendant des générations puisse continuer de se tenir dans le calme. En Iran, les premières images du crash de l'avion d'Iran Air, images de la télévision iranienne. 72 personnes ont trouvé la mort, 33 autres passagers ont été blessés. L'appareil s'est écrasé dans le nord-ouest du pays. Le mauvais temps pourrait être à l'origine du drame. L'état de santé de Gabrielle Gifford s'améliore, mais son état est toujours critique. La parlementaire américaine a été visée samedi lors d'un meeting électoral à Tucson, dans l'Arizona. La démocrate a été touchée en pleine tête. La tuerie a fait 6 morts, dont une fillette de 9 ans. 1 minute de silence sera observée cet après-midi dans tout le pays. Le tireur est toujours interrogé. Le jeune homme de 22 ans a été inculpé. Son geste reste inexpliqué. Impossible donc de savoir pour l'heure si l'acte est politique, mais déjà certaines voix s'élèvent. Les démocrates dénoncent la rhétorique empoisonnée des ultra-conservateurs et en particulier du Tea Party. Explication. La police a arrêté le coupable présumé. Les Américains cherchent maintenant des responsables à blâmer. Et certains pointent du doigt le Tea Party, le mouvement ultra-conservateur et sa rhétorique empoisonnée. Le fanatisme qui accourt dans notre pays devient scandaleux. Et malheureusement, l'Arizona en est devenue en quelque sorte la capitale. Nous sommes la Mecque des préjugés et du sectarisme. Particulièrement décriée, cette carte, alors visible sur le site internet de Sarah Palin, l'héroïne du Tea Party, retirée depuis. Symbolisée par des cibles de tir, une vingtaine de districts électoraux aux mains des démocrates, parmi lesquels celui de Gabrielle Gifford, principale visée par la fusillade. Cette représentante démocrate avait fait l'objet d'attaques virulentes de la part du Tea Party, notamment pour son opposition à la loi controversée sur l'immigration et son soutien à la réforme du système de santé de Barack Obama. Personne au sein de la classe politique américaine ne se risque à établir un lien direct entre ce discours et la fusillade meurtrière de dimanche, d'autant que les traces laissées par le jeune meurtrier semblent montrer une très grande incohérence dans ses motivations. Mais ils sont de plus en plus nombreux à se demander quelle influence les propos racistes et violents des membres du mouvement peuvent avoir sur des esprits faibles. Et on reste aux États-Unis pour terminer ce journal. Regardez, ça se passe dans le métro new-yorkais. Des centaines de passagers ont décidé de faire le voyage en sous-vêtements, comme si de rien n'était. Une initiative créée il y a une dizaine d'années, elle est donc connue à tel point qu'elle ne choque même plus les autres voyageurs, même si certains se demandent bien à quoi ça sert. Petite précision, les températures à New York, moins de 0 degré. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Plus d'infos à retrouver sur notre site www.france24.com, en français, en anglais et en arabe. Prochaine édition dans 20 minutes, à tout à l'heure.